Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Nicolas Rouillère, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j depuis 2 ans. Et donc mon rôle est d'aider les clients et prospects de Neo4j à évaluer le logiciel, donc la base de données graph. Aujourd'hui, on va vous présenter Neo4j, la base de données graph. Donc essayer de bien faire un tour d'horizon de ce que c'est cette base de données graph. C'est une introduction, donc on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. Et puis on fera bien sûr une petite démonstration. Voilà. Alors, introduction à Neo4j. Donc, Neo4j, c'est la Graph Company, la société des graphes. C'est l'investissement industriel vraiment le plus important dans les graphes. Alors, ça s'est confirmé récemment. On a fait une levée de fonds de 325 millions de dollars en série F, avec participation de Google Ventures. Et puis, on est valorisé au-delà de 2 milliards de dollars. Alors, on va expliquer pourquoi il y a un momentum des bases de données graphes. Pourquoi on a intérêt à l'utiliser dans l'industrie. Alors, en Neo4j, on est inventeur de ce qu'on appelle le graphe de propriété, des nœuds, des relations et des propriétés sur les nœuds et les relations. Et on est inventeur du langage Cypher qui permet de parcourir les données connectées en suivant les relations de proche en proche. Le langage Cypher, qui est très intuitif, il est à l'origine d'un projet ISO qui s'appelle GQL, Graph Query Language. Ce projet ISO, eh bien, il vise à donner un langage standardisé pour toute la catégorie des bases de données graphes. Donc, il n'y a pas uniquement Neo4j qui participe, il y a des grands noms comme Oracle. Et à 80%, on peut dire que GQL est basé sur Cypher. On a des milliers de clients dans le monde. Notre siège est à San Matteo. Et on a des bureaux à Londres, Munich, Paris et Malmö en Suède. La boîte est d'origine suédoise. Les développements du logiciel Neo4j sont effectués en BISO entre Londres et Malmö, donc en intégralité en Europe. Alors, quels sont nos clients? En grande majorité, donc le top 25 des banques mondiales, surtout pour la détection de fraude en particulier, tout ce qui est retail, et puis des grands éditeurs logiciels comme Cast, qui intègrent Neo4j à l'intérieur de leurs produits. En termes de déploiement, on a fait un virage vers le cloud totalement réussi avec notre offre Neo4j Aura de base de données as a service, qui est disponible aujourd'hui sur le cloud GCP et AWS, et bientôt sur Azure, on va dire en fin d'année 2021, début 2022. Vous pouvez aussi installer Neo4j dans vos infrastructures, notamment pour des questions de propriété de données, de localisation de données. Voilà, donc le déploiement est complètement au choix. Au niveau de cette croissance du secteur des bases de données graphes, donc c'est une catégorie particulière que l'on a créée, on est inventeur de cette catégorie. Et alors, on est les meilleurs dans cette catégorie, c'est pas nous qui le disons, c'est DB Engines, donc le site dbengines.com, qui fait une analyse multicritère des technologies de base de données. Et donc, on voit la popularité des bases de données graphes qui a fortement augmenté depuis 2013-2014. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que Neo4j est la seule base de données graph native, et on va voir ce que ça veut dire. Pourquoi c'est important d'être base de données graph native et pas, on va dire, multimodèle. On voit aussi qu'il y a une très forte communauté, 220 000 développeurs, des 72 000 membres de groupe Meetup, et puis la compétence LinkedIn Neo4j avec une certification Neo4j qui est gratuite et que vous pouvez mettre sur votre CV en ligne. Alors, on a aussi des analyses de Forrester donc qui ont créé ce cadran des bases de données graphes, donc qui montre que Neo4j est clairement un leader
avec les meilleurs scores en termes de performance, passage à l'échelle, gestion de la charge, du volume, gestion de données, ingestion, recherche et parcours, donc recherche profonde à plusieurs cousins, plusieurs voisins dans le graphe, en termes de cas d'usage gérés par la technologie, d'API, d'extensibilité, de connectivité avec le reste de l'écosystème IT, en termes de transactions, en termes de haute dispo, de disaster recovery et d'options de déploiement. Alors, on peut dire que les connexions sont plus importantes que les collections. Il ne suffit pas de collecter des données pour créer de la valeur. Les relations entre les données, les connexions entre les données ont autant de valeur, voire plus que les données elles-mêmes. Dit autrement, le réseau est plus important que la somme des parties. Donc ça se voit dans les sciences sociales, dans les réseaux de personnes, un réseau comme Twitter, ou des employés, des clients, des fournisseurs, des partenaires, des influenceurs. Voilà. Et les graphes, la structure réseau va permettre de créer plus d'informations et de valeurs que si on regardait les données de façon isolée. Ça se voit aussi dans les réseaux de transactions, en termes de gestion du risque, de chaîne d'approvisionnement, de paiement. Et dans les réseaux de transactions, on peut voir que les graphes sont la structure idéale pour créer des moteurs de recommandation personnalisés. Puisque finalement, entre ces deux personnes qui ont acheté deux mêmes produits, on va pouvoir calculer un coefficient de similarité qui va nous donner un moteur de recommandation. Par exemple, c'est le client qui a acheté ces mêmes produits. Donc le coefficient de similarité, il sera peut-être de 2 divisé par 3, parce que celui-là, il a aussi acheté cette cocotte minute, et malheureusement, il l'a renvoyé à l'expéditeur. Réseau de transactions aussi, dans tout ce qui est supply chain, processus achat, etc. Et puis les réseaux de connaissances qu'on appelle les graphes de connaissances, finalement dans n'importe quel domaine. Vous pouvez créer un graphe de connaissances pour connecter vos informations, des sources de données différentes qui sont jusque-là silotées, et vous allez donner un sens plus important et vous allez pouvoir répondre à des questions plus compliquées. Donc ça s'adapte vraiment à la complexité de votre cas d'usage. Donc tout ce qui est référentiel de données, tout ce qui est domaine d'expertise, l'e-commerce, la revue de presse, etc. Donc les champs d'application sont assez larges. Alors, dit autrement, donc exploiter les connexions produit de la valeur et on va pouvoir transformer entièrement des secteurs industriels. Développons un peu cette notion. On va pouvoir innover par la compréhension des données et ça va être par exemple élaborer des nouveaux médicaments en connectant les informations médicales entre des gènes, des protéines, des médicaments, des structures ADN, eh bien, on va pouvoir élaborer des nouveaux médicaments et combiner des médicaments aussi. Ce qu'on appelle la drug combination. Donc, on travaille avec des labos pharmaceutiques là-dessus pour pouvoir prédire quel va être le bon cocktail de médicaments qui va donner un meilleur résultat pour une cible donnée thérapeutique. Dans le renseignement et l'investigation criminelle également, on va pouvoir lutter contre le crime en connectant les informations. Et puis, c'est l'innovation produit et processus. Essayer de simplifier, de trouver des nouvelles choses, de trouver des nouveaux produits, et puis d'améliorer les produits à chaque étape de leur fabrication et de leur transformation, de leur vente. Les graphes servent aussi à l'hyper-personnalisation. On a vu que les recommandations produits étaient rendues possibles par ces simples triangles. Finalement, un client, un produit, un client, eh bien, on va se rendre compte que ça nous donne une notion de similarité, ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. On peut aussi se dire, dans tout ce qui est parcours de soins, je vais pouvoir avoir un parcours de soins personnalisé parce que justement, chaque événement de ma vie de patient eh bien,
est une interaction particulière avec un médecin, avec une prise de médicaments, avec, pourquoi pas, un régime alimentaire particulier. Et tout ça, ça forme un graphe qui m'est personnel. Et très vite, au bout de 3-4 étapes, eh bien, on a un parcours de soins personnalisé. C'est aussi visible dans les médias et la publicité, comment faire de la publicité ciblée en suivant au plus près les interactions avec le client en ligne. On peut parler aussi de prise de décision augmentée avec la prévention de la fraude, l'analyse réseau et le contrôle du respect de la loi. Alors, en termes de prévention de la fraude, on verra un petit exemple tout à l'heure qui va être très parlant sur la fraude au crédit en ligne. En termes d'intégration de données, on peut dire aussi que toutes ces données silotées, ces informations sur le client vont nous permettre de créer une vue 360 avec le client au centre du graphe et puis toutes les informations sur la connaissance de ce client selon différentes dimensions, eh bien, elles vont être disponibles dans le graphe et à plusieurs degrés. Donc, on va avoir une connaissance vraiment intime du client en développant toutes ces connexions entre les données. En termes de conformité aux différentes réglementations RGPD et autres, on a un framework de respect de ces réglementations qui est basé sur du stockage en graphe. Alors, une fois qu'on a stocké ces données connectées, on peut innover, on peut personnaliser, on peut augmenter la prise de décision, on peut intégrer des données massivement et les connecter. Et puis, il y a une valeur supplémentaire qui est autour de la data science orientée graph, l'intelligence artificielle orientée graph. Et là, on va encore plus loin avec une bibliothèque qui s'appelle la Graph Data Science Library, qui est une bibliothèque d'algorithmes et de modèles adaptés à Neo4j et complètement unifiée et qui permet d'aller encore plus loin, donc faire de la prédiction de fraude, pas seulement de la constatation, la prédiction aussi du parcours de soins. Comment est-ce que on va agir à la bonne étape du parcours de soins pour un meilleur résultat. Et puis, l'identification des clients aussi, ce qu'on appelle la désambiguïsation. On est de plus en plus avec des données numériques qui vont être masquées, avec la perte des cookies d'un site à l'autre. Et le graphe va permettre de réconcilier les profils clients. Alors, quelques analyses marché, mais je vais pas trop vous saouler avec ça. Je pense que vous avez compris qu'il y a un leadership assumé côté Neo4j sur les bases de données graphes. Et les analyses marché ne font que répéter ce qui se passe réellement. Néanmoins, c'est important de voir les tendances. Donc, de voir que les graphes acceptent les contraintes du monde réel, la complexité du monde réel, et que les bases de données traditionnelles ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne passent pas à l'échelle. Et identifier les relations, eh bien, c'est vraiment le fondement de l'analyse des données modernes. Voilà. Et puis, avoir un acteur qui est dans l'innovation. Et on va voir un petit peu en quoi consiste la plateforme de graphe Neo4j. Alors, la technologie Neo4j, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données, graphe native, on va voir ce que ça veut dire. Et il y a toute une plateforme autour. Donc, pour stocker, requêter les données et surtout leurs relations. Donc, on va pouvoir traverser les nœuds et les relations, partir d'un point fixe dans le graphe, et puis alors suivre les relations de proche en proche et pouvoir relier les données entre elles. Et donc, ce qui est important, c'est dans cette question de technologie native, c'est que les données, donc les nœuds et les relations, sont vraiment stockés sous forme de nœuds et de relations. C'est notre système de stockage. Donc, dit autrement, il n'y a pas de distorsion entre le modèle conceptuel et le modèle physique. Quand vous dessinez votre cas d'usage, vous allez au tableau blanc
et vous allez écrire, vous allez dessiner des cercles et des flèches, des nœuds et des relations. Si vous cherchez domaine modèle, ce qui se traduit pas mal par cas d'usage ou cadre d'usage en anglais, domaine modèle sur Internet, vous allez tomber sur des modélisations UML, etc., qui sont des graphes. D'accord? Et donc, nous, on stocke, si vous pouvez dessiner votre cas d'usage, nous, on peut le stocker. Et on stocke vraiment les données sous forme de nœuds et de relations. Et qu'est-ce que c'est une relation en termes de stockage? Eh bien, c'est un pointeur d'un nœud vers un autre nœud. Quand on parcourt le graphe, on suit les pointeurs. Et il n'y a rien qui va plus vite en informatique. Donc, on est capable de traverser 1 million de relations en moins d'une seconde. C'est impensable en base de données traditionnelle. D'accord? Alors, rentrons un petit peu dans le détail technologique. La performance, elle est rendue possible par cette structure particulière. Toutes les autres technologies qui se disent multimodèles et qui disent nous aussi on fait des graphes, ben en fait elles doivent convertir le langage de graphe, le langage de parcours de graphe, avec leur technologie sous-jacente qui n'est pas graphe. Donc en termes de performance, c'est une catastrophe. Et on est très serein vis-à-vis des benchmarks qui sont faits sur le sujet. Et on a publié il y a quelques jours un benchmark où on est sur des trillions de relations. Donc on a un graphe avec du 10 puissance 12 relations. Imaginez ce que ça fait. On n'est pas loin des synapses dans le cerveau humain. Et donc ce passage à l'échelle, il est vraiment permis par cette technologie Neo4j. Alors ensuite, c'est une techno aussi qui s'adapte très bien à tout ce qui est projet agile. Pourquoi? Parce que dans un projet agile, votre modèle, il n'est pas fixe. À un moment donné, votre cas d'usage, il évolue parce que vous avez des nouveaux besoins, parce que vous avez raffiné vos besoins. Et en fait, le modèle de données graphes s'adapte au fur et à mesure. Et vous pouvez très bien avoir une application métier qui est branchée sur votre graphe en version N. Vous faites évoluer votre graphe en version N+1, et les nœuds et les relations en version N, ils sont toujours valables pour votre appli, elle peut continuer à tourner. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle aussi le refactoring, pouvoir changer, modifier son graphe au fur et à mesure tout en conservant l'historique. On augmente donc la base Neo4j qui est transactionnelle, et ces transactions sont acides, donc atomiques, cohérentes, isolées, durables. C'est très important pour les systèmes critiques. Il y a un certain nombre de technologies NoSQL qui s'asseyent sur la partie acide, qui mettent tout sur la haute dispo et le passage à l'échelle, et donc le sharding, la distribution des performances machines. Et en réalité, elles perdent l'acidité. Donc ce n'est pas le cas sur cette technologie. Au niveau des algorithmes de graphes, donc la bibliothèque Graph Data Science, je vais en parler un petit peu après. Ce qui est important aussi, c'est que cet écosystème, il est vraiment orienté développeur. Donc on va avoir un ensemble de drivers et d'API qui permettent aux développeurs de se connecter à la base de données, d'avoir un environnement, donc le Neo4j Desktop, que vous pouvez télécharger sur votre poste de travail gratuitement, et qui permet d'avoir l'édition Enterprise de Neo4j dans ce cadre de développement. Bien sûr, ensuite, dans un cadre projet en production, c'est soumis à licence, mais ça permet aux développeurs de se faire la main sur la technologie et qu'il y ait une continuité entre le développement et la production. On fait aussi, bien sûr, des recherches pour que la technologie Neo4j s'exécute au mieux sur les différentes technologies hardware. On a fait il y a quelques années un partenariat avec IBM aussi là-dessus. Voilà. Et puis en termes de découverte et de visualisation, on a une interface Bloom qui permet de visualiser et d'explorer le graphe, même sans parler Cypher. Alors, on va voir une petite démonstration dans quelques instants, et comme ça permettra de bien comprendre tout ça. Quelques cas d'usage avant de parler de Graph Data Science et d'aller sur la démonstration. Donc, tout ce qui est gestion de temps réel
des données connectées et massives des entreprises. Alors, un premier cas d'usage, c'est le Cyber Monday. Donc, je crois que ce cas d'usage, c'est chez Target, donc un gros retailer américain. Et le Cyber Monday, donc c'est le Black Friday, mais en lundi, avec 24 heures de non-stop de transactions. Et chaque transaction, c'est de 3 à 22 sauts dans le graphe. Et il fallait que le temps de réponse soit de moins de 4 millisecondes. Là-dessus, on a remplacé avec succès un système e-commerce IBM WebSphere qui passait pas à l'échelle. De même, au niveau des calculs de prix des hôtels, il n'y a rien de plus fluctuant qu'un prix d'hôtel, une unité d'hôtel. Et donc, on est à 300 millions d'opérations de pricing par jour pour la chaîne Marriott. Et ça correspond à 10 fois plus de débit en transaction et sur la moitié du hardware en comparaison à une base de données Oracle. Enfin, troisième cas d'usage, un système de poste européen. Ça correspond à un de nos premiers cas d'usage à très large échelle, industrielle. Donc, c'est il y a presque 10 ans. Et en fait, donc c'était en Allemagne. Et on s'est rendu compte que ce client-là risquait de ne pas passer Noël, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec l'afflux de l'e-commerce, eh bien, on se retrouvait avec plus de 7 millions de colis à router chaque jour. Et eh bien, on avait un problème de scalabilité au niveau des routeurs. C'est-à-dire que dans les centres de tri, vous avez ces petits tapis avec des routeurs qui disent à gauche, à droite, d'accord. Et puis, il y a plein de routeurs. Et à la fin, eh bien, les colis arrivent à l'arrière d'un camion qui va partir vers tel autre centre de tri, de routage ou de livraison. Le problème qui se posait, c'est que ce centre de tri, ces différents centres de tri étaient équipés, là encore en base Oracle, et ils ne pouvaient plus passer à l'échelle. Et il y avait même la question de fermer des centres de tri parce qu'on ne pouvait pas passer à l'échelle. Donc, ce remplacement, donc on a connecté les routeurs à Neo4j et on a pu faire jusqu'à 5000 opérations de routage par seconde et éviter la fermeture de centres de tri, ce qui, en termes d'impact écologique et économique, est catastrophique. Il faut pouvoir mailler le territoire avec le plus de centres possible. Je parle rapidement de Graph Data Science avant de passer à la démonstration et puis peut-être reprendre quelques questions. Alors, il y a une grande synergie entre les graphes, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Alors, sur Internet, je crois que c'est sur Domain Knowledge, je ne sais plus exactement la référence, on peut comptabiliser un petit peu le nombre de papiers de recherche qui sont dédiés au graphe. Donc, si on cherche graphes et machine learning, intelligence artificielle et graphes, réseau de neurones orienté graphes, il y a vraiment un nombre de papiers incroyable sur le sujet. Et deep learning orienté graph. Voilà, tout ça, c'est vraiment hyper d'actualité. Et ce qu'il faut dire, c'est que finalement, il s'agit aussi d'améliorer la connaissance du contexte. C'est-à-dire qu'avec les graphes, on va pouvoir mieux comprendre aussi les résultats de l'intelligence artificielle. En gros, les graphes vont permettre d'expliquer les résultats de l'intelligence artificielle. Là où on peut avoir des biais quand on exécute des algorithmes de façon classique. Les graphes donnent le contexte. Et les graphes améliorent la précision. En fait, quand on prend un algorithme classique, qui va, je ne sais pas, une régression logistique ou des choses comme ça, pour prédire quelque chose, eh bien, si on prend le même dataset, le même jeu de données, et qu'on rajoute des caractéristiques issues du graphe, par exemple une notion de centralité d'un nœud, eh bien, on va augmenter la précision.
Et ça se mesure. D'accord. Donc, vos prédicteurs vont être plus, si vous êtes data scientist et que vous écoutez ce webinaire, bien, vos prédicteurs vont être beaucoup plus performants avec le graphe et la bibliothèque GDS. Alors, un certain nombre de clients qui utilisent la bibliothèque Graph Data Science, et c'est avec ces clients qu'on a commencé à la mettre d'abord en open source et puis ensuite en produit d'entreprise. 3 cas d'usage avant de passer aux questions et à la démonstration. Donc AstraZeneca, parcours de soins, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je crée des nœuds patients, je crée des nœuds finalement événements ou interactions, diagnostic, test. Et voilà, j'ai cette chaîne d'événements pour chaque client. Eh bien, je vais trouver des similarités dans les parcours de soins et je vais utiliser des algorithmes pour identifier les communautés de patients qui ont les mêmes symptômes, comportements et trouver les points d'intervention. Voilà. Donc ça, c'est un projet avec des données assez massives, 3 ans, 3 ans de visite médicale et c'est des dizaines de milliards d'enregistrements. Meredith Marketing, c'est plus côté désambiguisation, le cas d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand on a plusieurs devices, que les cookies changent et qu'on ne peut plus les conserver avec les nouvelles procédures en vigueur sur Internet, eh bien, on se retrouve avec des utilisateurs qu'on ne connaît plus. Eh bien, on a pu réconcilier plus de 160 millions d'utilisateurs uniques. Et le résultat, c'est plus de 600% de clics sur les publicités personnalisées. Et alors, le fameux cas d'usage de fraude financière, enfin, les fameux cas d'usage de fraude financière, parce qu'il y en a vraiment énormément, l'imagination des fraudeurs est sans limite. Je peux vous parler d'un cas d'usage, je ne peux pas vous citer la banque en question, mais par exemple, la fraude au crédit en ligne. Alors, le principe, hein, c'est le suivant. Une grande enseigne va décider de vendre des iPhone 12 en ligne. Ce n'est pas forcément une enseigne spécialisée dans tout ce qui est électronique, mais elle a un site web et un certain nombre de clients et de cartes de fidélité. Donc, elle va proposer d'acheter en 4 fois sans frais des iPhone 12. Et alors, la technique du fraudeur, c'est effectivement de payer la première mensualité. Il ouvre un compte sur une néobanque ou des choses comme ça, et puis le premier tiers ou le premier quart est bien encaissé. Sauf que au deuxième mois, la banque partenaire essaye d'accéder au paiement, d'effectuer la transaction, et la carte est complètement vidée. Le compte est complètement vidé. Qu'est-ce qui se passe? La banque essaye de réémettre le paiement, et jusqu'à la fin du deuxième mois. Donc c'est qu'au bout de 60 jours, on déclare la transaction comme étant frauduleuse. Pour se rapprocher de la détection de temps réel, dès qu'il y a saisi des informations pour le crédit en ligne, avec des éléments d'état civil, de carte bancaire, d'adresse, etc., eh bien, on va pouvoir connecter ces éléments d'identité avec d'autres éléments d'identité et réconcilier un réseau de fraude. Et ça, tout ça en temps réel. Donc, dès la saisie du dossier, on peut déterminer un score de fraude qui va nous faire rejeter la transaction si vraiment la suspicion de fraude est trop importante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage très, très marqués là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation dans un premier temps. Je vais juste dire à quoi ça ressemble, un graphe. Un graphe, c'est par exemple une société, un employé, des villes, ça c'est les nœuds, d'accord? Des nœuds et qui sont reliés par des relations, et les relations, on les exprime dans un langage sémantiquement clair. Une société est située dans une ville. Un employé a un PDG est relié à une société, d'accord? Et puis, on a des propriétés sous forme de clé valeur
peuvent être un nom, une date de naissance, un identifiant d'employé, et puis ou alors une date d'entrée dans une société pour les relations. Donc on peut mettre des propriétés sur les nœuds et sur les relations. Ça fait un peu penser aux ontologies, pour ceux qui connaissent, sujet, prédicat, objet. La différence, c'est qu'on peut vraiment mettre des propriétés aussi sur les prédicats, enfin sur les relations. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, ce qui est intéressant là dans tout ce qui est use case Neo4j, c'est que vous pouvez aller sur la sandbox, donc sandbox.neo4j.com, et on va vous mettre le lien aussi dans le chat. Et vous pouvez choisir comme ça un certain nombre de cas d'usage. Et c'est là que vous allez pouvoir goûter au langage Cypher. D'accord ? Alors, vous pouvez commencer par le graphe d'Hollywood avec des films. Et puis aussi, pourquoi pas, prendre le graphe de Twitter. Alors, c'est un graphe qui vous permet d'aller explorer votre profil Twitter. Et alors, évidemment, ça nécessite de mettre vos données dans une base Neo4j, mais c'est vous qui maîtrisez ça. Et donc, c'est une petite image Docker là, qui va s'initialiser. Et puis, vous allez pouvoir explorer avec un petit guide votre compte Twitter et comprendre quelles sont vos interactions avec les différents utilisateurs. Alors moi, j'aime beaucoup ce cas d'usage parce que c'est orienté réseau social, donc on peut comprendre un certain nombre de choses. Il y a d'autres références de Neo4j sur tout ce qui est analyse Twitter, et notamment les fameux bots issus de hackers russes qui ont essayé d'influencer la campagne américaine. Alors, ces sandbox, vous pouvez les utiliser pendant 3 jours, et vous pouvez aussi les étendre jusqu'à 10 jours. Et bien sûr, vous pouvez aussi gérer ce même cas d'usage dans le Neo4j Desktop. Alors, en attendant que le dataset se charge, je vais vous montrer rapidement quel est l'écosystème Neo4j Desktop. Donc, quand vous téléchargez Neo4j Desktop sur le Download Center, vous vous retrouvez avec un certain nombre, avec la possibilité de créer des projets. Là, par exemple, je me suis créé un petit projet Twitter. De même, j'ai un certain nombre de cas d'usage. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, par exemple un cas d'usage de Key Opinion Leader dans tout ce qui est médical. Et puis, donc, vous avez votre base de données et vous pouvez rajouter d'autres bases de données, d'accord ? Locales ou remote. Donc, notamment, si vous créez une base de données sur Aura, vous avez un Aura Free Tier, donc jusqu'à, je crois, 50 000 nœuds et 150 000 relations, quelque chose comme ça, ou 75 000 nœuds et 150 000 relations. Vous pouvez vous créer une base de données graph qui va être conservée et qui sera un peu votre base de données d'entraînement. Voilà. Après, si vous dépassez ce nombre de nœuds et de relations, il y a bien sûr la saisie de carte bleue que vous pouvez opérer, mais c'est à partir de 64 $ par mois, je crois, pour un graphe de 1 giga de RAM. Et puis, vous pouvez aussi gérer tout ce qui est plugin. Donc, rajouter les APOC qui vous permettent de charger des données d'autres technologies. Et puis, vous avez aussi la Graph Data Science Library que vous pouvez tester en local. D'accord ? Alors, je laisse cette base démarrer tranquillement. Et puis, elle est démarrée. Donc là, je vais pouvoir ouvrir le Neo4j Browser. Et on va voir un tout petit peu le langage Cypher. Qu'est-ce que ça veut dire, ce langage Cypher ? C'est quoi le principe ? Alors, on ne va pas le voir en détail parce qu'on a quelques minutes là, mais le langage Cypher, eh bien, c'est la base, ça va être de chercher des patterns dans un graphe. Alors, vous voyez sur la gauche, il y a mon modèle de données là, avec des auteurs, des essais cliniques, des sociétés,
des maladies, etc. Tout ça. Eh bien, je vais commencer par afficher mon schéma. Schéma. Visualization. Hop. C'est bien. Voilà. Alors, là, je vais afficher un petit peu mon modèle de données. Et qu'est-ce que c'est mon modèle ici? Eh bien, c'est un... je vais le mettre peut-être en un peu plus grand. Hop. Alors, je vais avoir comme ça des... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a en marron des publications scientifiques. On va afficher un petit peu le nom. Hop. Voilà. Alors, vous avez ici des pédiatres qui sont affiliés d'une manière ou d'une autre à une société ou un hôpital. Ils sont situés dans une ville particulière. Ces pédiatres peuvent être auteurs de publications scientifiques. Ces publications scientifiques sont mentionnées dans des essais cliniques auxquels collaborent des centres médicaux, etc. Et puis, ces essais cliniques, ils mentionnent des mots-clés, des maladies, tout ça. Donc, c'est un peu le graphe qu'on peut explorer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire si, par exemple, je veux afficher des pédiatres qui sont auteurs de publications scientifiques? Eh bien, je vais essayer de me laisser guider comme ça. Alors, déjà, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de tracer en caractère ASCII un nœud relié à un autre nœud par une relation. D'accord? Cypher, c'est aussi simple que ça. D'accord? Et puis, je vais mettre le mot-clé match qui serait un peu au langage Cypher ce que select et au SQL. C'est du pattern matching. Et je vais chercher donc un pédiatre voilà, qui est auteur qui est un auteur aussi. Donc on va chercher l'auteur. Voilà. Alors je pourrais préciser la relation. D'accord? Là on va le faire pour bien expliquer. Donc là je mets le type de relation. Et puis je vais faire déjà dans un premier temps. Voilà. On va limiter le nombre de résultats à 10. Et donc là, dans ce cas-là, voilà, donc je me retrouve avec un exemple de pédiatre qui est aussi auteur de publications scientifiques. Et si maintenant je veux afficher ces publications scientifiques, on va pouvoir refaire un match en repartant de l'auteur. D'accord? Et puis on va aller vers une publication scientifique. Là, je ne vais pas forcément spécifier le type de relation, mais il va le trouver quand même. Et puis, je vais indiquer que je cherche une publication scientifique et je veux PA. Voilà, donc on retrouve donc ce pédiatre qui est aussi un auteur, alors déclaré de façon différente, et puis qui contribue ou qui a écrit des publications scientifiques. Alors ça, c'est le langage Cypher. Et puis maintenant, je peux aussi traverser mon graphe sans parler Cypher. Alors, je vais ouvrir donc, une interface qui s'appelle Bloom. Donc, on peut l'ouvrir directement depuis Neo4j Desktop en disant ouvre-moi cette interface Bloom. Voilà. Et puis, alors, est-ce qu'il est. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hop. Alors, il faut que j'aille chercher donc, une perspective. Donc, je vais créer une perspective sur mes données.
Voilà. Et donc la perspective, c'est vraiment la représentation de mon graphe avec différentes couleurs pour les nœuds, les relations. Et puis on va pouvoir rajouter des icônes et, euh, et thématiser un petit peu tout ça. Là, je pourrais mettre une personne ici, d'accord? Ici, je pourrais mettre une société, donc peut-être compagnie, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça représente bien les choses. Et puis là, j'ai peut-être une maladie ou sick, quelque chose comme ça. Allez, on va mettre ça, etc., etc. Et puis, donc là, je pourrais mettre doctor. Voilà. Blues, ou un stéthoscope, etc. Et puis, dans ce cas-là, je voudrais peut-être rechercher à nouveau mon Yogman, qui est un auteur, d'accord? Et puis, de proche en proche, on va pouvoir retrouver autour de lui bien, les publications scientifiques qui ont été effectuées, qui ont été écrites par cet auteur, et puis les autres personnes qui ont contribué à ces publications scientifiques, et puis éventuellement les essais cliniques qui sont reliés à tout ça. Et donc on peut aussi chercher de façon beaucoup plus large des patterns. Par exemple, essayer de voir un essai clinique qui serait relié à une publication scientifique qui elle-même serait reliée à un auteur, qui lui-même serait un pédiatre. D'accord? Bon, là, j'en ai pas. Voilà, on va le faire comme ça. Et puis là, on va avoir tout ce graphe des auteurs, des essais cliniques, et puis avec certains clusters qu'on va pouvoir aller explorer en particulier. D'accord? Donc ça, c'est la découverte avec Bloom, et dans un cas d'usage de Key Opinion Leader. Si je reviens sur mon Twitter, eh bien, je peux aller regarder ce cas d'usage de mon compte Twitter de la même façon, et je vais pouvoir explorer les interactions de mon compte Twitter avec le Neo4j Browser. Et donc, vous voyez, vous avez un petit guide qui a été généré exprès pour vous, avec un modèle de données. Donc, vous, les utilisateurs qui vous suivent, vos tweets, les retweets de vos tweets, les liens qui sont dans vos tweets et les hashtags. Et puis, à partir de là, eh bien, on peut répondre à toutes ces questions-là. Qui vous mentionne sur Twitter? Quels sont vos followers les plus influents? Une question intéressante qui est tout ce qui est le follow back, c'est-à-dire vous suivez des personnes, est-ce qu'ils vous suivent en retour? Alors, on peut explorer comme ça toutes ces questions. Et là, par exemple, regardez un petit peu le graphe des tweets qu'on a postés qui font mention d'un autre utilisateur. D'accord? Et donc ça nous donne. Donc moi, j'ai Nicolas Rouillère, j'ai posté des tweets qui sont en rouge. Et puis, vous voyez, je suis un grand fan de Roger Federer. Donc je suis un petit peu son parcours qui n'est pas fini, toujours à Wimbledon. Et puis, je regarde aussi le salon Big Data Paris, où vous pourrez nous retrouver 28 et 29 septembre sur notre stand. Vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, un certain nombre de choses comme ça. Et alors, si je continue dans mon petit guide, qu'est-ce que je pourrais regarder en particulier? Alors, quels sont les followers donc, qui suivent mon compte et qui sont les plus influents? Donc, ça nous donne, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent, notamment Neo4j, qui est un compte Twitter assez influent, petite page de publicité. Et puis, donc, eux, ils ont 36 000 followers. Donc là, il faudrait que je me rencarde un petit peu pour que Neo4j me
me relaye, me tweet régulièrement et même systématiquement. Je pense que c'est le cas. Et puis alors, quels sont les hashtags que j'utilise le plus souvent? Alors, on va regarder le taux de follow back. Donc, je vais regarder, donc, moi, en tant qu'utilisateur Twitter, je suis des gens, et puis je voudrais savoir le nombre de gens qui me suivent en retour. Voilà. Et donc, on va avoir un ratio qui va correspondre, qui est pour moi faiblement de 33%. Donc, quelque part, il faut que j'augmente un petit peu ma visibilité parce que finalement, le taux de personnes qui me suivent en retour est assez faible. Mais j'assume totalement d'être assez peu populaire. Voilà. Puis, une dernière chose, peut-être qu'on peut regarder les gens qui tweetent à votre sujet, mais que vous ne suivez pas. Alors, ça, c'est très simple. Hein. Il suffit de regarder qu'on n'ait pas ce pattern-là. Donc, c'est finalement des questions qui peuvent être formulées de façon assez simple, mais quand on doit les mettre en musique dans un langage de base de données, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je cherche un utilisateur qui a posté des tweets qui me mentionnent. Donc, il suffit de suivre les flèches pour comprendre. D'accord ? Et ensuite, je vais regarder que cet utilisateur, il me suit, mais le contraire n'est pas vrai. D'accord ? Donc, ça me donne tout de suite une recommandation. Voilà des gens que je pourrais suivre en retour. Et puis, peut-être une dernière chose avant de conclure. Qu'est-ce qu'on aurait par là? Alors voilà, les utilisateurs qui tweetent avec vos hashtags. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Voilà, donc je fais des posts de tweets qui contiennent des hashtags. Ces hashtags sont tweetés par d'autres utilisateurs. Et donc, je voudrais essayer de voir tout ça. Et donc, ça va me donner voilà, des Neo4j avec 11 hashtags en commun. Cédric Fauvec est commercial chez Neo4j, normal, d'accord. Voilà, une compréhension meilleure de votre compte Twitter grâce à Neo4j. C'est un petit exemple parmi d'autres, de même que on a le KOL, le Key Opinion Leader dans le milieu du healthcare, de même qu'on a de la détection de fraude, et finalement tout cas d'usage qui peut vous intéresser.